Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on vous raconte l'histoire de Chris Ballois, athlète handisport de kitesurf, 2 fois recordman du monde de vitesse. Il a également lancé sa société Dandy Consulting et partage dès qu'il peut son expérience. Merci Chris Ballois d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tenu à avoir à vos côtés ce matin votre compagne, Coralie Louguet. Bienvenue à vous et à notre compagnie Esther Thébault, responsable du dispositif Aurore chez FDS, avec qui vous travaillez sur les questions d'inclusion. Et enfin, Sophie Poré, vous nous parlerez du trek solidaire au Maroc dont vous revenez. Bienvenue à tous les 4. Alors Chris Ballois, la Bretagne et vous, c'est une histoire qui a commencé quand et où ? C'est une histoire qui a commencé depuis ma naissance, parce que mes grands-parents habitaient à Binic, donc à côté de Saint-Brieuc, sur la côte. Et puis très rapidement, mes parents ont acheté une ancienne ferme dans le Finistère Nord, à Pleuskat. Et donc voilà, depuis que j'ai 3-4 ans, je suis beaucoup en Bretagne dans tous les cas, et voilà, grâce au côté maternel. Justement, on voit cette image-là. Où est-ce que c'était ? Vous avez... Ça, c'est à Kerema, donc c'est à côté de Pleuskat. Ouais. C'est un endroit où je m'entraîne beaucoup, notamment en foil, donc c'est des endroits qui permettent de voler au-dessus de l'eau. Et voilà, c'est un endroit qui est très agréable, avec de l'eau turquoise, un peu de background, voilà, des cailloux. Enfin. Et vous aviez quel âge sur cette photo ? Ah, là, c'est une photo très récente. Ça, c'est une photo de cet été. D'accord. Vous êtes né sans bras gauche, vos parents l'ont découvert à votre naissance. Comment ils vous ont aidé à grandir, justement, avec cette différence ? Alors, l'approche de mes parents a été plutôt très bonne, dans tous les cas, c'est ce qui m'a structuré. C'est qu'ils ont pris cette situation, non pas comme un handicap, mais comme une différence. Et du coup, j'ai toujours fait à peu près tout ce que je voulais, en tous les cas, tout ce que je pouvais faire, comme n'importe quel autre enfant. Et voilà, j'ai eu la même éducation que mon frère, qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Mais on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, j'ai fait du skateboard, du BMX, après de la planche à voile, après du kitesurf, un peu tous les sports, même la natation. Enfin, j'ai fait vraiment tous les sports qui étaient proposés en termes de scolaire. Et puis beaucoup de BMX parce qu'à l'époque, j'habitais à Versailles et on avait les bois à proximité. Et en termes de sport... on va dire mix urbain, mi-forêt, c'était pas mal. Et la planche à voile, elle arrive quand ? La planche à voile, elle arrive, on va dire, dans les années 80. C'était une période où toutes les familles qui allaient au bord de mer avaient une planche à voile sur le toit. C'était vraiment le sport à la mode. Mes parents en avaient une, mon père adorait ça. Et comme on passait beaucoup de temps au bord de mer, j'ai eu cette chance-là parce que mes parents étaient professeurs. Et donc, du coup, j'avais cet objet-là avec moi. Et tout de suite, ça m'a attiré. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, parce que j'avais du temps pendant les vacances avec cette planche à voile. Ça n'a pas été très simple, parce qu'à l'époque, on était... voilà, c'était un peu le début de la planche à voile. Donc, puis, il y a 30 ans, les voiles, elles devaient être extrêmement lourdes. Fallait en vouloir, quand même. C'était lourd, c'était pas adapté aux enfants. Enfin, voilà, quand j'ai commencé la planche à voile, je devais avoir 12-13 ans. C'était hyper lourd, c'était pas adapté. Et puis, c'est vrai que du coup, d'une seule main, quand on relève le gréement... normalement, il faut 2 saisies pour passer le relais. Donc, j'avais attaché ce qu'on appelle le tire-veille, le boot, qui va du pied de mât au wishbone, pour essayer de faire une espèce de bras de levier un peu différent. Mais c'est voilà, des super Et moments, vos parents, ils voyaient ça comment ? Enfin, de vous voir faire de la planche à voile, d'être déterminé Je pense qu'ils ont clairement jamais fait de différence. Pour eux, c'était normal. Okay. Pour eux, je faisais, je me rappelle quand j'étais gamin, je faisais du vélo et quand on est enfant, on a des petits trous sur le côté. J'ai tanné mes parents pendant des jours, des semaines, des mois pour enlever ces fameuses petits trous. Ils avaient peur que je tombe et puis après, c'est parti. Coralie Louguet, est-ce qu'il a toujours gardé ce côté dépassement de soi, d'être là où on ne l'attend pas ? Toujours. Ouais. Ah oui. Au quotidien ? Au quotidien. Il ne demandera jamais de l'aide parce qu'au final, il sait tout faire de lui-même. Il s'est toujours adapté, il s'adaptera toujours. Donc non. On va continuer à retracer votre parcours, mais avant, on va partir retrouver Evan au Crêpes de Dinard, centre qui forme de futurs éducateurs sportifs, valides ou handisport. Oui, ici, on forme les futurs athlètes de demain. Tout ça, ça se passe ici à Dinard en Bretagne. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu qui sont ces jeunes qui s'entraînent derrière nous. Déjà, quel est leur profil ?
Alors, ce sont des jeunes sportifs de haut niveau. Donc, nous avons ici sur site une trentaine de jeunes, donc des collégiens, des lycéens, autour de 3 disciplines. Donc, le badminton, comme vous pouvez l'observer. Ça, j'avais reconnu. Voilà. Nous avons également une structure volleyball et une structure de lancer de disques. Voilà, donc, et ils sont déjà, ils pratiquent ce sport depuis tout petit, j'imagine, pour arriver ici. Tout à fait. C'est vraiment des jeunes qui aujourd'hui sont déjà licenciés depuis quelques années dans leur club et qui ont pu prétendre à la sélection en entrée en structure Pôle Espoir, type Pôle Espoir, Pôle France, des structures qui sont les premiers maillons de détection des fédérations françaises sportives. Ah, donc la formation qui est dispensée là, vous la faites vraiment avec les fédés, voilà, c'est hyper sérieux. C'est une convention qui est passée avec les fédérations et auxquelles nous devons répondre et garantir des conditions d'accueil très spécifiques. L'aménagement à la scolarité, la mise à disposition des salles, installations sportives spécifiques, la salle de musculation, un environnement médical, paramédical, voilà, un hébergement et restauration de qualité, bien évidemment, la base. Parce qu'on vient de toute la Bretagne quand on vient faire des études ici, j'imagine. Tout à fait. Voilà, nous avons des jeunes du bassin rennais, du bassin brestois, jusqu'à la presqu'île de Crozon. Pour certaines années, on a pu en avoir. Voilà, donc vraiment tout le potentiel sportif breton. Sur tout son rayonnement régional. Bon bah mince, l'entraînement s'est arrêté pile au moment où on est en train de filmer. Alors c'est quoi le profil d'une journée type pour eux? Le profil d'une journée type, donc on a des entraînements qui se déroulent toute la semaine, chaque jour. Donc il y a au moins un entraînement par jour. Et sur 2 journées, nous avons ce qu'on appelle une journée d'entraînement bi-quotidien. Donc avec un créneau sportif le matin avant d'aller à l'école. Voilà, donc c'est effectivement le créneau qu'on peut observer ce matin. Et ils se lèvent à quelle heure pour commencer ce créneau? Là, à 7h, ils sont déjà au petit déjeuner et donc 7h30 sur le terrain pour pouvoir partir à l'école à 9h30. Et ils vont à l'école à Dinard, Donc il y a un collège qui est labellisé à Dinard qui s'engage à aménager leurs emplois du temps et pour les collégiens donc, et sur Saint-Malo un lycée qui accueille les plus grands et qui lui aussi est labellisé pour garantir un aménagement des emplois du temps. Donc ils font 2 heures de sport en gros avant, ils ont une journée de collégiens lycéens normale. Voilà. Et ensuite ils reviennent le soir et ils s'entraînent à nouveau à partir de 17h. Voilà. Ah, il faut être passionné. Tout à fait. Et parcours très exigeant. Ouais. Et le week-end on se repose? Et le week-end, eh ben non, on ne se repose pas puisque nos jeunes sportifs sont des licenciés phares dans leur club et donc sont déjà présents sur des compétitions de niveau régional, national au nom de leur club. Et donc dès le vendredi soir, ils retournent s'entraîner dans leur club et pour certains partent en compétition très régulièrement le week-end. Et alors je ne sais pas si on l'a vu, mais il y a un jeune, il a l'air vraiment petit. Oui. Voilà, c'est notre tout petit de la promotion, donc c'est Léni. Léni qui est en 6e, voilà, qui a intégré notre internat cette année et donc voilà, un projet très particulier pour lui. Bon bah j'ai toujours été nul en badminton, je vais peut-être pouvoir aller lui demander quelques conseils, je suis sûr qu'il aura des choses à m'apprendre. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À toi, Nfonté. À tout à l'heure, Evan. Et pour vous, Chris Ballois, le badminton, c'est quelque chose que vous avez déjà tenté ou pas? Alors non, mais ma fille en a fait pendant pas mal d'années. Ouais. Quand vous voyez ces jeunes, vous auriez pu faire aussi sport-études quand on voit la place que le sport avait dans votre vie? Ça aurait pu être une possibilité. Ouais. Après, j'ai toujours été dans des sports un peu alternatifs, alors à part la natation au début, mais sinon, voilà, le BMX, la planche, le skate, le kite, voilà, c'est des sports qui sont complètement un peu satellites, on va dire. Mais oui, après, c'est super. Ce qui était, moi, j'ai fait des études plutôt mécanique, automatisme, électronique. Alors bon, l'électronique, j'ai un peu zappé depuis le temps, mais la partie mécanique au dessin industriel, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui, puisqu'on est dans un sport mécanique et que tous les jours, il faut bricoler, inventer, se réinventer, se remettre en question. Et comment êtes-vous arrivé à devenir l'un des meilleurs véliplanchistes français dans les années 90 ? Parce que j'aimais ça. Au début, c'est l'histoire d'un rêve. Hein. Moi, j'étais ado, j'habitais à côté de Versailles, mais je passais beaucoup de temps en Bretagne. Et c'est clair que le début, alors là c'est du kite qu'on voit à l'écran, mais le début de la planche, en fait, c'était d'abord de rêver, de voir ces athlètes qui étaient en short, dans de l'eau à 28 degrés à Hawaï, dans des vagues énormes. C'est ça qui m'a motivé au départ. Après, j'ai fait des études donc de mécanique, et puis après, l'école supérieure de vente automobile à Ploufragan, à côté de Saint-Brieuc. Et derrière tout ça, j'avais encore cette volonté je dirais, d'accomplir mon rêve, en tous les cas, de pratiquer beaucoup la planche à voile.
Donc après avoir vendu de l'automobile, je suis retourné vendre de la planche à voile. Et puis je me suis impliqué en fait dans les systèmes de distribution. Donc tous les importateurs en fait de planches à voile. Vous avez participé à faire prospérer la filière kite, en tout cas en France. Et après, effectivement, après le windsurf, vraiment tout le développement en fait, de la filière kite à partir des fin 90, en fait, 98-99. Et ce que vous dites, c'est que ce qui vous a poussé, c'est de vous être entraîné avec des valides tout le temps. Complètement, que ce soit en planche à voile ou en kite. En fait, mon approche, c'est de me dire, pour être bon, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Donc je me suis entraîné avec les meilleurs. On avait la chance en planche d'avoir beaucoup de très bons qui habitaient en Bretagne. Donc ça, c'était une première bonne chose. Et puis après, en kite, c'est de commencer les compétitions et puis de s'entraîner avec les meilleurs. Ça nous tire toujours vers le haut. Et j'ai la particularité aussi de faire du kite dans plusieurs disciplines. Certains se focalisent sur une discipline, moi je touche un peu à tout. Coralie Louguet, quand on vit avec un sportif de haut niveau, le sport, ça devient forcément une passion. Oui. Ouais. Oui, on le vit. Vous, votre rapport au sport au départ par procuration. Ouais. Je suis sportive, je suis très sportive, mais le domaine du kite, c'est par procuration. Ouais. Vous dites souvent que Chris est surprenant, c'est le mot que vous employez régulièrement, le concernant. Au quotidien, oui. Comment il est surprenant au quotidien ? Toujours dans le dépassement de soi et aussi sur les compétitions. Justement, il est aujourd'hui en kite le seul athlète handi qui court parmi les valides. Et sur les compétitions, ils échangent tous et ils demandent même parfois des conseils à Christophe. Est-ce que, regarde, j'ai un problème sur ci, j'ai un problème sur mes lignes ou machin. Comme Christophe va aussi demander, est-ce que vous pensez que ma voile, je sens qu'il y a une petite différence. Ils sont aussi attentifs à ce que Christophe veut dire, comme Christophe aussi. Mais oui, c'est quelqu'un de surprenant. Et justement, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous voulez battre des records ? C'est le dépassement de soi, c'est l'idée de dire qu'on ait un handicap ou pas, on peut le faire. Alors il y a deux choses. La première, c'est que en fait, j'ai évolué dans des milieux un peu alternatifs, comme la planche, le kite. C'est des gens qui voyagent beaucoup. Et comme c'est des gens qui voyagent beaucoup, c'est des gens qui ont vraiment une culture de la différence, en fait. Donc pour eux, en fait, pour tous les autres athlètes, c'est normal que je fasse du kite parmi eux. Et puis après, la deuxième chose, c'est que je suis pas on va dire au tout départ, maintenant je suis devenu un compétiteur, mais j'étais pas un compétiteur au départ. Ce qui m'intéressait en fait, que ce soit dans le windsurf, dans le kite ou même dans l'optimisation des entreprises, c'est d'être le meilleur possible. Donc à partir du moment où je suis passionné de quelque chose, je vais essayer d'être le meilleur possible. Et à un moment, on se retrouve dans une situation où si moi j'estime que je suis en capacité si je suis au top de ma forme, on va dire, au top de l'optimisation du domaine dans lequel je suis, là, je vais aller me confronter aux autres. Mais c'est plutôt dans cet état d'esprit. Et la vitesse, c'est vraiment ça aussi. Pourquoi je suis plus présent dans la vitesse, c'est que la vitesse, on se bat d'abord contre soi, contre son propre chrono. Et après, il y a tous les potes, finalement, qui sont autour et qui vont se battre contre eux, pour aller chercher un record de nation, ou un record du monde, ou un record de catégorie homme-femme. Mais avant tout, c'est vraiment aller se battre contre soi-même d'abord. D'accord. Alors on va faire un petit pas de côté avec vous, Sophie Poré. Vous rentrez d'un trek solidaire au Maroc. Déjà, comment ça va ? Parce que je pense qu'il y a un petit choc thermique entre la Bretagne et le Maroc. Hein. Oui, ça va très bien. C'est vrai qu'on a connu de fortes températures au Maroc par rapport à la saison, en fait. Réchauffement climatique oblige, je pense. On connaissait pas les températures quand on marchait, mais il semblerait, on a entendu dire que sur une journée, on a eu du 51 degrés ressenti en plein milieu de la journée. Donc c'est vrai que c'était très chaud, mais ça fait du bien de retrouver la fraîcheur bretonne quand même, après quelques jours. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure, un trek solidaire ? Alors, c'est un trek solidaire au profit de l'association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein. Et c'est vrai que ce cancer a particulièrement touché ma famille, ma grand-mère maternelle, ma mère, ma sœur et moi. Ma mère est décédée à l'âge de 51 ans du cancer du sein. Et moi, j'ai cette année 51 ans. Et donc, depuis déjà quelques temps, je me disais que sur cette année particulière, je savais qu'il y aurait quelque chose d'assez fort sur cette année-là.
Et 2 jours avant mon anniversaire, une collègue m'a proposé, a vu que je suivais ce trek depuis quelque temps et m'a demandé si j'avais envie de le faire. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Je lui ai dit, je pense que c'est la bonne année pour le faire. Ça tombe vraiment bien. J'avais besoin d'une revanche. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. C'est vrai que... C'est un combat contre soi, comme disait Chris, dans la manière dont il entreprend le sport. Oui. Alors, en fait, on faisait en moyenne une vingtaine de kilomètres par jour. C'est pas énorme sur... on a fait des entraînements en France. C'est pas énorme, 20 kilomètres au final, quand on marche. Mais il faut les faire quand même. Il faut les faire. Mais là-bas, en fait, ce qui est dur, c'est quand même la chaleur. Il faut le faire sous la chaleur. C'est pas la même. Voilà. Et puis, c'était un trek d'orientation. Donc, il fallait aussi... En fait, il fallait aller d'une balise à une autre, donc savoir s'orienter, trouver son cap, le suivre, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ça monte et ça descend. Donc, vous avez déjà testé le trek Pas du tout. Chris Ballois ? Jamais ? Non, pas du tout. Alors moi, je fais du trek, on va dire en mer. Je fais du trek en mer. On a fait notamment Saint-Malo-Jersey. Et puis, j'ai fait Brest-Lorient en passant par toutes les îles du Ponant. Donc, c'est une espèce de trek, mais... J'avais la chance d'avoir une assistance de luxe qui était la SNSM, donc j'ai été un peu guidé. Vous qui adorez la chaleur, peut-être que le trek au Maroc, ce sera quelque chose à imaginer. Pourquoi pas ? Je vais le faire toujours dans le domaine un peu aquatique. On va conserver ce domaine aquatique pour quelques années. Et puis c'est 100% féminin. Ouais, déjà, donc vous êtes banni. Une opération, Vous êtes banni. Et cette expérience, qu'est-ce qu'elle a bousculé en vous ? Alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais voilà, vous sortez de là... Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a bousculé en vous ? C'est vrai que de toute façon, il y a quand même un dépassement de soi, parce que sur une journée, j'étais pas forcément très très bien au niveau intestinal. Et donc du coup, on se dit, est-ce que je continue ? Est-ce que j'arrête ? Mais en fait, comme on est en équipe, on se sent un peu obligé de continuer parce qu'on va forcément un peu plus loin dans ses limites que quand on fait une marche tout seul et qu'on se dit oh là, je suis fatiguée, je vais m'arrêter et puis tant pis. Là, on va au bout et puis finalement, on puise dans ses forces et puis ça le fait. Et d'ailleurs, une partie des fonds que vous avez récoltés va aller à des associations. Oui. C'était important pour vous. Voilà, oui. Donc c'est vrai qu'on a trouvé des financements, des sponsors, nos familles aussi qui ont participé à une cagnotte et du coup notre budget a été atteint et même dépassé. Et donc, du coup, on va reverser environ... on n'a pas encore finalisé nos comptes, mais environ 1 000 € pour des associations. Donc, on a déjà fait 2 dons à Enfants du désert. Donc, c'est une association qui agit au désert auprès des femmes seules et Ruban Rose aussi. Et voilà, et puis on complétera en fonction de ce qui restera du budget. Juste une dernière question, ce qui est chouette dans le sport finalement, c'est que chacun y trouve ce qu'il a envie. C'est ça qu'il faut retenir peut-être ? On va trouver, oui, le dépassement, et puis après se donner du sens. C'est vrai que sur le tracé Brest-Lorient, c'était pour la SNSM, c'était le 50e anniversaire de la SNSM, donc il faut, pareil, trouver des financements. Sur le tracé Port-Bail, île anglo-normande, c'est pour une association qui défend, qui veut mettre en avant tout ce qui est myocardie postpartum, parce que il y a des décès malheureusement après des accouchements. Donc voilà, il faut trouver, effectivement, le sport c'est une excuse, mais derrière il y a un sens effectivement à tout ça. Allez, on va marquer une pause, on va prendre la direction de Dinard où Evan rencontre ce matin les étudiants du CREPS. Alors on ne le sait pas forcément, mais en prévision des JO 2024, il vient de se créer des maisons de la haute performance, notamment en Bretagne. Et Patrice, vous êtes le responsable. Bonjour, merci déjà d'être avec nous. Bonjour. C'est quoi votre mission à cette maison de la haute performance sportive ? En fait, la maison de la performance sportive, c'est de mettre les sportifs et les entraîneurs bretons dans les meilleures conditions possibles pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ça va être vraiment l'échéance à court terme. Et alors comment est-ce que vous travaillez avec le campus sur lequel nous sommes, le campus Sport Bretagne ? Donc le campus propose des ressources aujourd'hui qu'on est en capacité de proposer du coup aux sportifs. On est très content d'avoir ces moyens-là à mettre à disposition des sportifs pour qu'ils puissent réussir leur jeu. Et en fait, vous êtes un peu comme le producteur de Johnny, vous mettez tout. Alors, Johnny, c'était pas un bon exemple, mais c'est un producteur d'artistes pour que son album cartonne. Vous mettez en lien tous les corps de métier. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on va vraiment nous intervenir justement sur la haute performance. On va vraiment intervenir sur les sportifs qui sont capables de réussir des médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et donc voilà, on va centrer nos moyens sur eux
pour les faire en sorte qu'ils ont les meilleures conditions possibles d'entraînement. Donc ça pourrait potentiellement être les jeunes qu'on a vus tout à l'heure au badminton, mais comment est-ce que vous les sélectionnez justement? Ouais, donc ces sportifs en fait sont sélectionnés par l'Agence nationale du sport en lien avec les fédérations qui analysent aujourd'hui la concurrence internationale et en capacité de dire au regard de la concurrence quels sont les sportifs qui en France peuvent être atteints de ce niveau-là en 2024. Bon, la Bretagne sera peut-être la grande gagnante des JO 2024. Ben, on l'espère, en tout cas que nos Bretons en tout cas, seront présents sur les podiums. Et on fait tout pour ça. Ah bah oui, et justement, vous allez refaire toute cette salle de musculation, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le signaler. Exactement, ça fait partie effectivement des bonnes conditions qu'on veut leur donner. Donc l'ensemble de cette salle de musculation va être refaite pour la mettre à jour aujourd'hui, parce que le milieu d'entraînement, c'est un milieu qui évolue beaucoup, il y a besoin aussi de données. Et ça sera aussi une salle qui permettra de donner des informations aux entraîneurs et aux sportifs. Et tous les équipements seront livrés sur le plateau de France 3 pour qu'on ait une forme d'enfer. Non, je rigole. Merci beaucoup, Patrice. Une fois que tout est bien coordonné pour promouvoir ces artistes au top de leur performance, eh bien, il y a des équipes. Attention, il y a un banc, Fabrice. Il y a des équipes qui les entraînent au quotidien et c'est notamment Corentin. Salut Corentin. Salut. Alors toi, tu es préparateur sportif en charge de l'optimisation de la performance. Ouais, c'est ça. Sur le plan physique, ça veut dire quoi ? Sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on analyse la discipline pour avoir les grands axes, les grands leviers de performance. Et après, on entraîne les athlètes, que ce soit sur de la force, sur de la vitesse, sur de l'explosivité, sur de la souplesse, donc pour améliorer leur performance dans leur activité. Et il y a aussi un côté mental. Exactement. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Préparation mentale qui est valable aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, je te dirais sur la gestion des émotions, comment gérer mon stress, comment gérer une pression compétitive. Par exemple, les tennisman, ils éclatent toujours leur raquette quand ils perdent. Il faut qu'ils viennent te voir. Peut-être, ouais, pour gérer leur frustration, complètement. Et il y a aussi une gestion quand on parle d'un échec, par exemple, ça peut aussi être une blessure. C'est ça. Donc on a la préparation mentale aussi qui va être spécifique à une blessure, comment on vit la blessure. Donc l'athlète ne peut plus pratiquer. Donc là on travaille avec lui justement pour travailler sur l'identification des émotions, pour l'aider dans cette passe qui est un petit peu difficile. Et on a aussi tout le côté préparation physique, qui va permettre à l'articulation d'être guérie et de pouvoir reprendre son sport sans risque de reblessure après derrière. Donc notamment avec des kinés, j'imagine. Ouais, exactement. Donc ça s'articule avec les kinés, les médecins du sport, moi, etc. Et justement, toutes ces disciplines qui gravitent autour d'un athlète, elles sont aussi formées ici au campus Sport Bretagne et on en parlera dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. Vous nous parliez tout à l'heure, Chris Ballois, des records battus. Mais ce qu'on imagine moins, c'est tous les freins, parfois, des instances du sport pour valider ces records. Qu'est-ce qui a bloqué à certains moments ? À certains moments, on ne rentre pas dans les cases, où il n'y a pas une dynamique sur l'handisport, où on n'a pas forcément envie... Enfin, je pense que c'est plus les organismes internationaux, dans le cas du deuxième record, qui n'ont pas ouvert leur esprit sur la pratique handisport, notamment de la voile de vitesse à haut niveau. Et en même temps, c'est peut-être aussi ça qui m'a poussé, ainsi que l'organisateur, à trouver des solutions et puis à aller chercher un record valide, quoi. Et aujourd'hui, vous avez à cœur de transmettre votre expérience. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux personnes que vous rencontrez dans des entreprises, la première chose, c'est surtout rester ouvert. Voilà, imaginez le handicap comme une différence, mais comme une différence de poids, une différence de taille, une différence de couleur de peau, de religion, que sais-je. Ça, c'est une première chose. Surtout, donner de l'information pour que les personnes aient vraiment de la connaissance sur ce qu'est le handicap dans l'entreprise, notamment. Et puis, renvoyer une image positive. Parce que moi, mes parents l'ont pris comme une différence et m'ont renvoyé une image positive de moi-même, ce qui permet d'avoir confiance en soi. Et c'est valable dans le handicap, mais comme dans le management global en fait, d'une entreprise. Vous continuez en tout cas à créer des passerelles. On va rejoindre justement Chantal Lecointe-Lomont. Bonjour, vous êtes directrice de Pôle emploi Lannion. Vous travaillez en partie avec Chris. Mais d'abord, sur cette question de l'emploi des personnes handicapées, quels sont les chiffres aujourd'hui et où en est-on ? Alors, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, côté chiffres, la GFIP nous a confirmé en novembre 2020 un taux d'emploi des personnes handicapées de 16%. C'est à peu près 2 fois le taux de chômage tout public. En revanche, sur cette sortie de crise, la tendance est plutôt très positive parce qu'on a une reprise des insertions, des maintiens dans l'emploi et aussi un développement de l'alternance pour les publics handicap. Chris Ballois, l'emploi, on ne le mesure pas, mais c'est aussi un de vos chevals de bataille. Tout à fait.
Oui, bien Pour sûr. vous, ça a été facile ou pas finalement? Alors moi, étonnamment, enfin je m'en suis bien sorti, non. C'est que j'ai pas eu trop de freins sur l'emploi, je suis tombé forcément sur des bonnes personnes, après j'avais les bonnes compétences au bon moment, mais c'est pas le cas tout le temps. Et puis il y a des a priori, clairement sur le handicap visible et sur le handicap invisible. Et c'est vrai que l'approche que j'ai eue avec, j'en ai parlé à Chantal, c'est de dire, j'avais envie de créer un truc, c'est un peu un vie ma vie en entreprise, mais mon approche c'était de dire, je vais aller dans une entreprise, je vais expliquer ma situation en tant que personne en situation de handicap, et puis je vais aller voir les différents postes en fait dans l'entreprise, demander aux salariés de m'expliquer leur poste et d'aller prendre leur place. Et j'ai eu un écho extrêmement favorable de Chantal, qui a mis un système en place avec le Pass Industrie, et on a réussi à créer cette dynamique, et on va tourner dans quelques semaines le premier épisode de ce Vie ma vie. Mais Chantal en parlera bien mieux que moi. Chantal, pourquoi ce concept Vie ma vie? Le principe, en fait, c'est donc d'avoir une action un petit peu originale de sensibilisation. On a des messages phares à passer en matière de handicap. Le tout premier, c'est de dédramatiser les choses. Parfois, les candidats, comme les salariés en poste, peuvent avoir peur d'être stigmatisés ou discriminés quand il s'agit de handicap. Et du coup, ils se taisent et puis ils vont surcompenser, puis parfois se mettre en danger au niveau de leur santé. Donc là, le message qu'on veut faire passer, nous, c'est en finir avec le motus et bouche cousue, se dire non, on doit instaurer un climat de confiance qui soit propice au dialogue, que les personnes sachent qu'elles ne sont pas les premières à être confrontées au handicap, qu'il y a des interlocuteurs à leur écoute. Et puis, on veut mettre en évidence aussi des bonnes pratiques pour réussir le recrutement, l'intégration ou le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée, en sensibilisant, par exemple, les équipes, les managers aussi, en proposant des adaptations de postes, des formations, de l'accompagnement. L'idée, c'est que vraiment, au sein de l'entreprise, aussi bien le dirigeant que le RH et les collègues de l'équipe, tout le monde soit un petit peu responsabilisé pour qu'on donne les mêmes possibilités de réussir à tous les salariés, quoi. Et vous faites souvent appel à des personnalités comme Chris Ballois pour mener le combat? Alors souvent non, mais alors dans votre cas pour Chris Ballois, c'est un peu France 3 qui a joué son rôle, parce que en fait j'ai découvert pour la première fois Chris Ballois dans un reportage sur le magazine des gens de mer Littoral. D'accord. Et du coup je l'avais entendu porter tout un discours sur le fait que les personnes porteuses de handicap avaient leur place dans la société et pas que par solidarité. Ça fera plaisir à nos équipes. Ça fera plaisir à nos équipes. Merci beaucoup en tout cas. Ça, mais j'avais trouvé le reportage topissime, et du coup je me suis dit c'est le bon ambassadeur pour venir parler au réseau d'entreprises qu'on a constitué ici à Lannion. Et donc, j'ai fait preuve d'audace, mais je l'ai contacté. Et c'est super, on est très contents. Merci beaucoup, Chantal Lecointe-Lemont, d'avoir été avec nous. Autre passerelle que vous avez créée avec une autre entreprise, FDS. Esther Thébault, vous êtes la responsable du dispositif Aurore. Donc, vous êtes spécialisée dans la RSE. Rapidement, pour les personnes qui nous regardent, en quoi ça consiste la démarche RSE? Déjà, RSE, donc c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et il s'agit d'agir pour le développement durable au sens large, c'est-à-dire pas uniquement sur l'écologie, mais aussi à la prospérité finalement sociétale et au bon développement de chacun. Qu'on ait un impact déjà pour ne pas nuire à notre entourage, et ensuite avoir un impact positif. Et donc être au bénéfice et au service des parties prenantes extérieures. Donc c'est valable pour les entreprises, mais aussi organisations, puisque nous, on est dans le sport, et on travaille aussi bien avec des clubs sportifs que des associations, collectivités, fédérations. Donc on n'est pas uniquement sur l'entreprise, mais c'est vrai que l'entreprise est finalement un bon moyen de faire le lien entre tout ça. Et justement, comment vous travaillez ensemble alors avec Chris Ballois? Alors ça a démarré finalement avec
une interview qui avait été faite avec dis donc, Chris. décidément, les médias vous accompagnent dans cette Exactement. activité. C'était pour le média Éthique et Match, qui était donc un magazine RSO pour la RSO dans le sport. Et donc c'était Elise Boutimi qui avait interviewé Chris. Et aujourd'hui, en fait, on a repris contact puisqu'on organise l'Open Sport Ethic by Aurore, qui est en fait un appel à candidature pour récompenser des actions responsables menées en lien avec le sport. Et pour cet Open, Chris est juré. Et donc, il fait partie intégrante de l'événement. Vous êtes vachement sollicité, Chris, Oui, toutes ces questions-là, alors. Après, c'est là, voilà, c'est aussi une petite histoire. À chaque fois, c'est des rencontres. L'approche RSE, RSO, en fait, elle est assez globale. Il y a le côté écologique, effectivement, éviter de rejeter, éviter de détruire la planète, mais il y a ce côté aussi mixité homme-femme, ce côté handicap, c'est la responsabilité sociétale, finalement, elle est extrêmement vaste. Et donc, j'ai une petite part dans cette... En tous les cas, ça fait partie de l'inclusion de manière générale, et donc voilà, on essaie de trouver des solutions ensemble pour optimiser tout cela auprès des entreprises et des organisations, organisation, on appelle ça plutôt, c'est institution, mais l'idée, c'est d'avoir une puissance la plus large possible et de donner les bonnes idées avec les bonnes pratiques et d'être surtout, comme on l'a fait avec le Pôle emploi, c'est d'être créatif en fait, de proposer des solutions là où pour l'instant ça tâtonne un peu. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil direction Dinard où Eva nous attend au Krebs. Désolé de te décevoir, Infanté, mais je ne serai jamais un athlète de haut niveau. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'ici, au campus Sport Bretagne, on forme aussi les professionnels des métiers du sport. Et ça, c'est ton boulot, Guillaume, avec tes collègues. Vous formez d'ailleurs à quel métier ? Alors, à différents métiers, bien sûr, en lien avec le sport et l'animation. Donc, on peut devenir éducateur sportif dans les salles de remise en forme. C'est votre coach sportif donc dans les salles de fitness. Maître nageur en piscine. Éducateur sportif polyvalent dans les mairies ou dans les grosses associations. Et enfin, le côté animation sociale avec les animateurs socioculturels qui développent des projets sur les territoires. Et les formations, elles durent combien de temps ? Alors, majoritairement, ça dure une année scolaire. Voilà, après ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, tout dépend de la spécialisation. Et elles sont professionnalisantes ? Diplômantes même. Ouais. Diplômantes. On marche un peu ? Oui. Comme ça, on profite, on vous fait visiter la salle en même temps. Elles se font en apprentissage, ces formations. C'est hyper important. Alors, c'est de l'alternance. L'apprentissage est un statut, mais c'est de l'alternance avant tout. Il y en a qui sont stagiaires, il y en a qui sont apprentis. Oui, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir le plus d'apprentis possible, puisque c'est un statut qui est quand même confortable pour l'apprenant, du fait qu'il soit rémunéré pendant sa formation. Et donc, c'est moitié-moitié à l'école, moitié en entreprise. Grosso modo, c'est ça, c'est les semaines qui sont coupées en deux. On essaye d'avoir un petit avantage pour la structure, parce qu'on apprend beaucoup sur le terrain, c'est des formations très professionnalisantes, et une partie théorique et pratique sur le campus. Les jeunes qu'on voit derrière nous, ils se forment à quel futur métier ? Alors les jeunes, pour le coup, ils sont vraiment très jeunes, puisque ce sont des apprenants en préformation. Préformation au métier du sport. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui savent qu'ils vont travailler dans les métiers du sport ou de l'animation, mais ils n'ont pas encore leur projet bien défini. Et l'objectif, c'est de travailler avec eux sur leur projet, qu'ils fassent une sorte de vœu, entre guillemets, et après on les accompagne individuellement s'ils veulent devenir maître nageur ou coach sportif. On va les préparer pour les tests d'entrée de cette formation choisie. Ah, parce qu'il y a des tests, donc il faut une bonne condition physique. Ah, c'est quand même obligatoire, oui. Ah, donc je pourrais pas le faire. Bah si vous venez vous entraîner avec nous, il n'y a pas de souci. Il est gentil. Alors comment on fait pour savoir pour en apprendre plus sur ces formations ? Eh bien, justement, nous, on propose des portes ouvertes le 5 février au Campus Sport Bretagne. Donc c'est à Dinard, si vous nous rejoignez. C'est ça, tout à fait. Et puis, sinon, on est présent sur plusieurs manifestations, donc des salons de l'étudiant. D'ailleurs, samedi, le 20, nous sommes à Rennes, Parc Expo, salon de l'étudiant. On a d'autres événements prévus avec les pôles emploi, avec les missions locales. Et une démarche assez singulière, c'est que nous, on va à la rencontre des jeunes. Centres commerciaux, par exemple. Ah oui, vous allez là vraiment où ils sont ? C'est ça. C'est un peu en mode opération séduction, quoi. C'est opération séduction, mais avec une dimension vraiment sociale. C'est-à-dire qu'on sait que les jeunes, le samedi, ils sont dans des endroits comme ça, surtout l'hiver. Et l'idée, c'est de profiter de ce moment-là pour leur donner des idées sur la formation, sur leur emploi à venir. Alors là, il va falloir qu'on te laisse parce que tu as aussi un rendez-vous chez un futur employeur. C'est ça. Et ça, c'est aussi une part de ton boulot, c'est de trouver des structures pour accueillir ces jeunes. Exactement. Là, on a parlé de la démarche de recrutement de candidats, mais évidemment, surtout quand on fait de l'apprentissage,
Il faut trouver l'employeur. Beaucoup de jeunes ont été confrontés à ça. C'est dur de trouver un patron quand on est apprenti. Donc nous, on accompagne aussi et on explique aux employeurs les avantages de l'apprentissage, surtout qu'il y a un gros soutien de l'État pour l'apprentissage. Oui, c'est et dans les métiers du sport, il faut convaincre parce que c'est pas naturel. On n'est pas forcément apprenti dans les métiers du sport. Et là, c'est où que tu vas? Et là, c'est les terres marins à Saint-Malo. Ah bah c'est pas mal ça. Bah, je pense que j'abandonne ma carrière d'athlète et je vais aller voir si du côté des termes, il n'y a pas quelque chose pour moi. Allez, à demain. Merci beaucoup, Evan. À demain. Chris Ballois, la Fédération française de voile a lancé une nouvelle campagne de communication dont vous êtes l'égérie, presque. On va voir l'image. Est-ce que vous estimez qu'on avance sur ces questions du handicap, que ce soit dans le sport, dans les métiers du sport, comme le disait Evan, et même dans l'emploi? On avance. Là, c'est une opération qu'on a mise en place avec Christine Courtois, qui est la vice-présidente en charge de la mixité et de l'inclusion. Donc, on met, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Esther, c'est la mixité, le handicap, enfin toute l'inclusion, elle est assez globale finalement. Et ça, c'est une campagne qu'on a mis en place depuis la semaine dernière. Et l'idée, c'est naviguons avec nos différences. Donc, ça englobe vraiment la totalité des différences. La voile est un beau support. Il y a plein de supports dans la voile. Et ça permet de naviguer surtout avec nos différences, mais ensemble. L'idée, c'est pas de fractionner d'un côté les Andis, ou d'un côté les femmes, ou d'un côté les hommes. C'est de mettre tout le monde ensemble sur des bateaux. Alors aujourd'hui, après tant d'années en Bretagne, est-ce que vous vous sentez breton, Chris? Ah oui, bah, on va dire j'ai plus d'origine bretonne que d'autres choses. Mais après, voilà, j'aime voyager. Ouais. J'aime les nouvelles cultures, j'aime les nouveaux endroits, donc je voyage beaucoup. Et j'espère que ça va continuer. Mais oui, je suis très attaché à la Bretagne, évidemment. On parle souvent de l'esprit breton. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, cet esprit, Coralie Louguet? Et quelque chose qui caractérise le breton en particulier? Pas plus qu'ailleurs. C'est un certain chauvinisme, je l'avoue. Mais c'est une question qu'on pose souvent. Ouais, je pense que c'est... On a toujours un bon accueil. Ouais, et puis c'est une ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de Bretons qui voyagent. Ouais. Il y en a beaucoup en Corse aussi. C'est un des seuls drapeaux qu'on voyait dans les équipes bretonnes du Trek. Partout dans le monde. L'éducation de la Bretagne. Et on aime tous la Bretagne. Bon, parfois, voilà, on fait des petites haltes partout ailleurs pour reprendre de la chaleur, notamment l'hiver. Mais on y revient toujours, voilà. Je pense que c'est ça. Et quels sont vos coins préférés en Bretagne où vous vous rendez régulièrement? J'imagine la Torche. Ouais, la Torche, parce que voilà, on est au milieu, enfin pour ceux qui y vont à pied en tous les cas, on est au milieu de la mer. La Côte-Nord, voilà, on apprécie beaucoup la Côte-Nord, Finistère, parce que l'eau elle est turquoise, voilà, la baie de Morlaix, parce qu'il y a beaucoup de petits îlots, on peut faire beaucoup de kilomètres en kite sans prendre de grands risques. Et voilà, plus globalement, c'est que la Bretagne, en fait, on fait quelques kilomètres et on va avoir une côte différente. En fait, je pense que c'est aussi ce côté très éclectique en Bretagne qui est hyper appréciable et on peut faire voilà, plein de choses sur l'eau. En tous les cas, on est très attachés à la mer. Et justement, mesdames, est-ce que un sport sur l'eau, vous avez déjà testé planche à voile, peut-être? Alors, planche à voile, non, mais mon mari est voileux. On a un bateau, donc oui, on navigue en Bretagne sud. Esther Thébault, championne de tennis. Est-ce que l'eau vous a quelquefois attiré? C'est vraiment le mot pour qualifier ça. J'ai fait de la voile quelquefois, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt tennis et bien sur la terre. Quoi. Justement, Chris, quand vous naviguez comme ça, à quoi vous pensez? On se demande. Toutes ces heures passées. Ça dépend. Il y a des moments où voilà, on est au large des côtes, ou juste pour le plaisir de naviguer. Et là, on pense pas à grand-chose. On pense juste à apprécier le paysage. Ou des fois, on croise un phoque ou des mammifères. Et puis après, le reste du temps, faut comprendre que, comme ce qu'il disait tout à l'heure, c'est de l'entraînement. Ouais. Donc, dans l'entraînement, c'est parfois 300 manœuvres dans une même journée, juste pour apprendre une manœuvre en particulier. Donc, c'est dur. Ça fait partie aussi du jeu du haut niveau. Et puis voilà, c'est un peu cette alternance entre. C'est pour ça que j'aime bien faire l'alternance entre la compétition, l'entraînement qui est plutôt dur, juste le plaisir d'aller dans l'eau, parce que c'est aussi ça, d'abord la voile, et puis les longues, voilà, les défis en haute mer. Et c'est juste quelque chose qui est incroyable de se retrouver au milieu de nulle part avec un kite, c'est-à-dire pas grand-chose, juste un cerf-volant, et plus voir la côte autour. Ouais. J'ai envie de demander à Coralie, comment vous avez trouvé votre place dans tout ça? Parce qu'il n'arrête jamais, en fait. Parce qu'il m'implique beaucoup. Ouais, sur les compétitions, c'est ça? Sur les compétitions, même dans la vie de tous les jours, je suis très impliquée avec lui, parce que étant admirative et oui. Et admirative, vous avez le droit. Voilà, il y a certains moments où on a aussi besoin
d'une aide dans l'absolu, quoi. C'est Ouais. même pas, parfois, c'est pas forcément une aide physique, mais c'est juste d'être là au bon moment. D'être un appui, un soutien. Exactement. Et je pense que c'est très important. Et quel est votre prochain défi personnel? Il nous reste quelques Alors le secondes. prochain défi, c'est donc Port-Bail, les îles anglo-normandes, mais surtout là la dernière étape en fait de l'NJ Kite Tour, qui est la Coupe de France en fait de longue distance, qui commence vendredi à Le Cat. Donc il reste 2 jours et demi, 3 jours de compétition avant la fin de saison, et puis après on attaque le mode plutôt conférence et entraînement, j'espère, aux Antilles. On vous souhaite de réussir dans tous vos projets. Merci Chris Ballois pour cet échange. Merci à vous. toutes d'avoir été avec nous ce matin. Alors c'est la petite coutume dans notre émission, la petite photo de fin d'émission pour immortaliser ce moment ensemble. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain. Bonne journée. Petite photo. Est-ce qu'on crée un trombinoscope pour tous nos invités, que ça fait un petit moment. C'est parti.